est toujours dans le cours de thermochimie, donc on va le terminer. On a commencé une première partie. Il nous reste une petite partie à terminer. Alors, je vais quand même vous faire un petit rappel du cours. Donc, sur la thermochimie. Donc, je fais un rappel. Alors, donc on a dit c'est quoi la thermochimie? Donc, c'est le calcul des chaleurs de réaction. Alors, donc lorsqu'on a une réaction quelconque, c'est-à-dire A plus B donne C plus D, c'est-à-dire d'une réaction quelconque. À une température T, donc à T, généralement T c'est standard, c'est-à-dire 298 K, et à T et T égale à une atmosphère. Donc ce sont les conditions standards. Donc, mais cela ne veut pas dire qu'on est toujours obligé de travailler à 298. On peut travailler à n'importe quelle température. Très bien. Donc cette réaction, donc ici bien sûr, elle s'accompagne soit d'un dégagement de chaleur, soit ce qu'on appelle d'une absorption de chaleur, ce qu'on appelle des réactions endothermiques ou bien une réaction exothermique. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle les réactifs, et ça, ce sont les produits. R réactifs et produits. Quelle que soit la réaction, formation, sublimation, vaporisation, quelle que soit la réaction, son delta H, c'est toujours formation des produits moins formation des réactifs. Alors, donc, on écrira donc delta HR, delta H de la réaction égale à, c'est ce qu'on appelle la loi de Hess. Donc, c'est la somme de delta H de formation des produits moins la somme de delta H de formation des réactifs. Alors, en termes de formation, donc c'est la réaction de formation à partir des éléments simples. C'est-à-dire, vous avez par exemple le CO2, gaz, il est formé à partir de quoi? Eh bien, il est formé à partir des éléments naturels, carbone et oxygène, dans leur état standard, c'est-à-dire comme il se trouve dans la nature. C'est-à-dire, vous avez le carbone à l'état solide, plus l'oxygène dans la nature, il est sous la forme de O2 gaz, dans ces conditions-là, bien sûr. Et là, vous avez delta H formation, delta H réaction, formation des produits, moins formation des réactifs. Or, les réactifs, donc ici vous avez un delta H de réaction. Or, les réactifs, c'est quoi? Ce sont des corps purs simples. Corps purs simples. Et lorsque nous avons des corps purs simples, leur delta H de formation est égal à 0 parce que vous avez O2, il est formé à partir de O2. N2 est formé à partir de N2, donc aucune énergie n'est dépensée ou bien dégagée au cours de cette réaction. Donc les corps purs simples est égal à 0, donc c'est ce qu'on appelle la réaction de formation. Donc, petit f c'est formation. Formation, moi je vous l'ai toujours dit, c'est comme si vous disiez la fabrication. Donc si vous voulez fabriquer du CO2, vous devez avoir du carbone et de l'oxygène. Si vous voulez fabriquer de l'eau, c'est-à-dire H2O, à l'état liquide par exemple, vous devez avoir du H et du O, c'est-à-dire H2 gaz plus 1,5 de O2 gaz. Et là, c'est delta H de formation de H2O, formation, fabrication à partir des éléments simples. Très bien, donc là, delta H réaction, formation des produits, moins formation des réactifs. Alors, lorsque vous avez le delta H, vous aurez trois possibilités de delta H. Vous pouvez avoir un delta H de réaction négatif, vous pouvez avoir un delta H de réaction positif, comme c'est très très rare, vous pouvez avoir un delta H de réaction qui est égal à 0. Donc là, lorsque on a un delta H négatif, on dit réaction exothermique. Donc la réaction, elle est exothermique, ça veut dire le dégage de la chaleur. Positif, et la réaction est endothermique. Endothermique, ça veut dire elle absorbe de la chaleur. Et enfin, si delta H égale à 0, la réaction on l'appelle athermique, c'est-à-dire ni absorption ni dégagement de chaleur. Donc c'est une réaction qu'on appelle réaction athermique. Très bien, donc ça c'est lorsqu'on fait un delta H de réaction. Alors maintenant, on peut calculer, donc là c'est à 298, mais on peut calculer le delta H de réaction à n'importe quelle température. Pour cela, on a ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff.
qui permet donc de calculer la chaleur de réaction positive ou négative ou thermique à n'importe quelle température. Alors, cette loi de Kirchhoff, delta H à une température T2 est égal à delta H à une température T1 plus l'intégrale de delta de Cp dt entre la température T1 et la température T2. Donc à T1 généralement c'est 298. Delta de Cp c'est la somme de Cp des produits moins la somme de Cp des réactifs. Et bien sûr dt. Bon, si le delta de Cp est constant, donc on aura delta de Cp T2 moins T1. Si le delta de Cp n'est pas constant, on le fait rentrer à l'intérieur de l'intégrale T1 initial et T2 c'est final. Alors la particularité de la loi de Kirchhoff, c'est qu'elle s'utilise sans changement d'état entre T1 et T2. Entre parenthèses, pas de changement d'état. Pas de changement d'état entre T1 et T2. Entre T1 et T2. Cela suppose que solide reste solide, liquide reste liquide et le gaz reste gaz. Donc là, vous appliquez directement la loi de Kirchhoff. Maintenant, si éventuellement il y a des changements d'état, dans ces conditions-là, on est obligé de passer par un cycle. Donc on sera obligé de faire. Donc s'il y a changement d'état, on a vu quelques exemples qui sont dans la série, et je vous ai donné des exemples la dernière fois. On passe par ce qu'on appelle la méthode du cycle. Donc s'il y a changement d'état, c'est-à-dire un corps, parmi soit les réactifs ou bien les produits, ils changent d'état. Ils passent liquide, gaz, bien solide, ils passent liquide. Donc quel que soit le changement d'état. Donc s'il y a changement d'état, dans ce cas-là, on utilise la méthode du cycle, c'est-à-dire chemin numéro 1, et on va essayer de trouver un chemin numéro 2, et on va utiliser la propriété de la fonction d'état, qui est de ne pas dépendre du chemin suivi. Elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Et bien sûr, vous allez intégrer à l'intérieur le delta H à la température T2. Donc s'il y a changement d'état, on utilise la méthode du cycle. On utilise la méthode du cycle. Voilà, très bien. Donc ça c'est le delta H à n'importe quelle température. Maintenant, on avait aussi la dernière fois, on s'est arrêté je pense, sur la relation entre chaleur à pression constante et chaleur à volume constant. Donc je ne reviens pas sur la démonstration. Donc j'ai juste delta H de réaction est égal à delta U de réaction plus delta de N fois RT. Que je peux écrire autrement, delta H, ça s'appelle la chaleur à pression constante, est égal à delta U, c'est la chaleur à volume constant, plus delta de N fois RT. Donc QP, bien sûr. Alors RT constant, pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une réaction, on la fait à température constante. Après, la chaleur de réaction peut chauffer les produits. Donc par exemple, lorsque vous brûlez du gaz à la maison, gaz naturel, les produits ils deviennent gazeux. La réaction, ça se déroule à la température ambiante. Mais les produits, on ne les voit pas, on ne voit pas H2O liquide. Pourquoi? Parce que la chaleur de réaction l'a vaporisé. Ok, alors le fameux delta N. Donc le delta N, c'est uniquement gaz, donc c'est lié au gaz, RT. Donc delta N, c'est nombre de moles de gaz de produit moins nombre de moles de gaz de réactif. Donc liquide, solide, on ne les utilise pas bien, on ne les contrôle. Donc delta N égale somme, donc somme des N gaz, nombre de moles de gaz, N gaz de produits moins la somme des N gaz de réactifs. C'est-à-dire le nombre de moles de gaz de produits moins le nombre de moles de gaz de réactifs. Je vais vous donner un exemple. Je prends la molécule de CH4, donc carbone solide, plus 2 fois H2 à l'état gazeux, donc il va me donner CH4 à l'état gazeux. À T égale 200
98K. Donc c'est une réaction de formation. Donc je vais former le CH4 à partir de ces éléments naturels. Alors, cette réaction, bien sûr, elle s'accompagne d'un dégagement de chaleur. Alors, le dégagement de chaleur, delta H de la réaction, la chaleur à pression constante, donc delta H réaction, donc c'est un QP, parce que ça se déroule bien sûr à C, et P égale à une atmosphère, c'est-à-dire la pression ambiante ou bien la pression extérieure. Alors, delta H de cette réaction égale à moins 74 kJ par mol. Je veux calculer la variation d'énergie interne au cours de cette réaction. Donc on écrit A, delta H de réaction est égal à delta U de réaction plus delta de N fois RT. Donc j'ai la chaleur à pression constante, je vais chercher la chaleur à volume constant. Donc delta de réaction, delta U de la réaction est égal à delta H de la réaction moins delta de NRT. Égal donc à delta H de la réaction moins delta de N fois RT. Alors le delta de N, on a dit, c'est gaz de produit moins gaz de réactif. Alors les gaz de produit, c'est une mole de CH4, c'est-à-dire 1 moins gaz de réactif. Donc celui-là, comme ce n'est pas un gaz, donc je ne retiens pas compte. Donc il restera moins 2. Moins 2 parce que H de gaz. Parce que ici le coefficient c'est 2, ici le coefficient c'est 1. Donc c'est coefficient stoichiométrique. Donc 1 moins 2. Donc 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc delta N, la variation du nombre de gaz entre état initial et état final égale donc 1 moins 1. Donc je peux maintenant calculer mon delta H de réaction. Alors, delta U de la réaction égale à delta H de la réaction, c'est-à-dire moins 74. Je vous ai dit qu'il faut toujours mettre entre parenthèses, parce que lorsqu'on fait de la thermochimie, les chiffres, et surtout les signes plus, moins ont une grande importance. Donc, pour minimiser l'erreur, je mets toujours entre parenthèses. Donc, c'est moins 74, moins delta de N, donc delta de N ici c'est moins 1. R, c'est des joules, donc je vais travailler avec 8 système international, 31, température 298, comme ici vous avez des joules, et là vous avez des kilojoules, donc vous devez multiplier ça par puissance moins 3, et vous aurez bien sûr votre résultat final. Voilà donc la dernière relation, bien sûr, c'est relation entre chaleur à pression constante et chaleur à volume constant. Donc là, ça fait partie. Donc je fais un rappel de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc maintenant, il reste une dernière partie que nous allons voir aujourd'hui, bien sûr, c'est l'énergie de liaison. Donc l'énergie de liaison vient enthalpie. Parce que lorsqu'on parle d'énergie, c'est ici, c'est enthalpie de liaison. Donc la liaison, bien sûr, je parle bien sûr de la liaison entre les atomes. Donc par exemple, oxygène, il y a une double liaison. N, vous avez une triple liaison. Donc on va voir comment, grâce à la thermochimie, on peut calculer les énergies de liaison, bien les énergies soit pour rompre les liaisons, ou bien l'énergie pour former les liaisons. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors donc, l'énergie de liaison. L'énergie de liaison. L'énergie de liaison. Ou bien on l'appelle enthalpie de liaison. Enthalpie de liaison. Enthalpie de liaison. C'est-à-dire c'est la variation d'enthalpie au cours de la formation d'une liaison. Alors on la désigne par
delta HL. C'est ce qu'on appelle l'énergie pour former la liaison. Très bien. On va aller doucement. Tout d'abord, on prend par exemple HCl. HCl, qui est le gaz HCl. On va former la liaison HCl. Pour former la liaison HCl, je vais démarrer de H à l'état gazeux plus Cl à l'état gazeux. Donc j'ai formé cette liaison. Alors ici, on va bien sûr écrire sur la liaison delta H L de HCl. On peut faire le phénomène inverse. Vous avez la liaison H, vous allez la rompre, c'est-à-dire la casser. Je détruis cette liaison, je la coupe. Donc je détruis la liaison, donc je vais obtenir 2 fois H à l'état gazeux. Donc là, j'ai fait l'inverse. Donc là, j'ai formé la liaison et là, j'ai cassé la liaison. On n'appelle pas ça casser la liaison, on appelle dissocier. Donc, dissociation. Donc, le faire, donc casser la liaison. Donc, casser la liaison égale, on utilise le terme scientifique qui est dissociation. Donc, dissociation. Et l'énergie pour casser la liaison, on va l'appeler delta HD. C'est-à-dire, c'est l'enthalpie de dissociation. C'est l'énergie qu'il faut pour casser la liaison. Donc, dans ce sens, c'est une dissociation. Dans le sens inverse, c'est une liaison. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple. Vous avez, par exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de CH4. Donc, on va le former à partir de carbone et hydrogène. Donc, C, H et H. Alors, le CH4, il y a 2 choses. Vous pouvez le former à partir des éléments naturels. Ça, c'est former la molécule. Mais on peut aussi former les liaisons. Alors, c'est un processus purement théorique. Donc, former les liaisons, ça suppose quoi? Je dois démarrer de 4H. Donc, 4H et carbone. Mais je dois démarrer du carbone à l'état gazeux. Lorsqu'on parle de liaison, tout doit être gaz, c'est-à-dire carbone gazeux plus 4H gazeux. 4H gaz, et bien, ils vont me donner 4 liaisons. Donc, j'ai formé 4 liaisons. Sur la flèche, je vais mettre 4 fois delta H L de CH. Carbone, hydrogène. Donc, j'ai formé 4 liaisons CH, carbone, hydrogène, en partant du carbone gazeux et de l'hydrogène gazeux. Je peux faire le phénomène inverse, qui est tout simplement la dissociation. Je peux casser. Je casse la liaison, donc je casse ça. Je vais casser la deuxième, je vais casser la troisième, je vais casser la quatrième. Je vais aller dans le sens inverse. Donc, dans ce cas-là, ce ne sera plus la liaison, mais plutôt la dissociation. La dissociation, ça veut dire la séparation. Donc, ici, je vais écrire 4 fois delta H de dissociation de CH. Très bien. Alors, lorsque vous prenez une liaison, n'importe quelle liaison, je prendrai H à l'état gazeux. Et donc, automatiquement, ça va nous donner 2H gaz. Alors, la liaison, c'est quoi? La liaison, bien sûr, c'est une force qui attire un atome A vers un atome B, ou la AA, comme ici dans HH. Alors, la liaison ne va jamais se casser tout seul. Vous devez lui donner de l'énergie. Si vous devez lui donner de l'énergie, ça veut dire que la dissociation est toujours positive. Donc, delta HD, donc ici vous allez casser la liaison, et vous allez obtenir 2H. Donc, delta HD. Et dans l'autre sens, vous pouvez coller H, vous allez le coller à notre H, il va vous donner HH. Donc, dans ce sens-là, c'est delta H de liaison. Alors, donc, un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Donc, delta H de dissociation est toujours égal à moins delta H de liaison. Donc, l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Donc, si on veut définir c'est quoi l'énergie de dissociation,
Donc c'est l'énergie à fournir à une liaison pour la séparer en ces atomes à l'état gazeux. On peut aussi définir l'énergie de liaison, c'est l'énergie dégagée, parce que la liaison est toujours négative. Lors de la formation d'une liaison, à partir de ces éléments, ou les éléments, ils des atomes à l'état gazeux. Donc définition, je vais vous donner les deux. Alors définition, l'énergie de liaison, l'énergie de liaison, deux points, c'est l'énergie dégagée, elle est toujours négative. C'est l'énergie dégagée lors de la formation d'une liaison, lors de la formation d'une liaison. Alors, la formation à partir de quoi? À partir des atomes à l'état gazeux. À l'état gazeux. Même le carbone ici. Il faut le prendre à l'état gazeux. Carbone, gaz, K4H4. Atome et gaz. Donc, l'énergie de liaison, c'est l'énergie dégagée lors de la formation d'une liaison à partir, c'est ça qui est important, à partir des atomes, je ne sais pas des molécules, à partir des atomes à l'état gazeux. À l'état gazeux. C'est ça ce qu'on appelle bien sûr l'énergie de liaison. Et l'énergie de dissociation, c'est l'énergie absorbée. C'est-à-dire qu'on doit donner. Donc je donne les deux. Alors l'énergie de dissociation. L'énergie de dissociation. Alors l'énergie de dissociation, c'est bien l'énergie pour la séparation. Donc on écrit delta HD. Donc c'est l'énergie à fournir à une liaison pour la séparer en atomes gazeux. C'est l'énergie absorbée. Donc elle est positive ou bien à fournir. Donc c'est l'énergie à fournir pour séparer les atomes. Donc pour séparer, ou bien pour casser une liaison. L'énergie de dissociation, c'est l'énergie à fournir pour casser une liaison, pour dissocier. Alors, le terme qu'on utilise, bien sûr, c'est le terme pour dissocier une liaison. Pour dissocier une liaison et bien sûr former des atomes gazeux. Pour dissocier, donc l'énergie de dissociation, c'est l'énergie à fournir pour dissocier une liaison. C'est-à-dire, cette énergie de dissociation est toujours positive parce qu'une liaison ne se casse jamais toute seule. Vous devez la casser. Donc vous devez lui fournir de l'énergie. Très bien. Donc, si on fait un petit tableau récapitulatif, donc ici on va faire un tableau. Là, vous avez la réaction. Là, vous avez les réactifs. Et là, vous avez les produits réactifs. Et ici, nous avons des produits. Alors, ici, donc, la réaction, c'est quoi? La réaction, c'est une réaction de formation de liaison. Donc, je veux former des liaisons. Si je veux former des liaisons, je dois démarrer des atomes à l'état gazeux. Donc, les réactifs, ce sont des atomes à l'état gazeux. Réactifs, atomes gazeux. Atomes gazeux. Donc, il n'y a ni liquide, ni solide. Il n'y a que le gaz. Et il n'y a pas de molécules. Il n'y a que des atomes à l'état gazeux. Alors, les produits, c'est quoi? Les produits, c'est des corps gazeux. Gaz. Ici, on obtient bien sûr le CH4 gaz. On peut, si on va dans ce sens, on va obtenir du H2 gaz. Donc, on va obtenir des corps purs simples et des corps purs composés comme celui-là. Donc, on peut, dans ce sens, corps purs composés, corps purs simples. Donc, le produit, c'est quoi?
ce sont des corps purs, simples, mais gazeux. Composés, simples et composés, les deux à la fois. Corps pur, simple, donc produit, corps, pur, simple et composé. On peut obtenir des corps purs simples et on peut obtenir des corps purs composés, gazeux. Donc le plus important, c'est que lorsque vous travaillez avec les énergies de liaison, vous devez toujours être à l'état gazeux. Alors pour bien sûr assimiler ces informations, il n'y a pas mieux que de faire des exemples. Alors on va faire un exemple 1, exemple numéro 1. Alors, calculer l'énergie de la liaison CH carbone hydrogène dans CH4. Calculer l'énergie de liaison. L'énergie de la liaison CH. Calculer l'énergie de la liaison carbone hydrogène dans CH4. Bien sûr, le CH4, c'est le méthane. Voilà. Donc, on vous demande de calculer l'énergie de la liaison carbone-hydrogène dans le CH4. Alors, données, c'est la chose la plus importante. Ce sont les données. A, T égale à 298 K. Alors, ces données, d'abord, delta H de formation de CH4 gaz. Formation, fabrication, égale à moins 74 kJ par mol. On va vous donner le delta H de sublimation du carbone, c'est-à-dire la chaleur nécessaire pour faire passer le carbone de l'état solide à l'état gazeux, la sublimation. Delta H de sublimation du carbone, c'est 714 kJ par mol. Et on va vous donner aussi delta H de la liaison HH, c'est-à-dire la liaison entre le H, c'est-à-dire l'hydrogène H2, est égal à moins 436 kJ par mol. Voilà donc les données du problème. Et la question c'est quoi? C'est de calculer le delta H de la liaison. Liaison, ça veut dire qu'il faut qu'il soit négatif. Le résultat doit être négatif. Très bien. Alors, réponse. Donc, ici, vous avez uni. Donc, la question que je vais vous poser, comment démarrer? Alors, c'est très facile. Comment démarrer? Regardez bien. On vous a donné le delta H de formation. Donc, automatiquement, je pense à la réaction de formation. Formation de quoi? Formation de CH4. Parce que j'ai sa valeur, c'est moins 74 kJ par mol. Donc, je vais écrire la réaction de formation. La réaction de formation, c'est quoi? C'est de démarrer à partir des éléments simples. Carbone solide, plus 2 fois H2 gaz, donc il va nous donner, bien sûr, le CH4 gaz. Donc H à l'état gazeux. Donc là, c'est ce qu'on appelle une réaction de formation. Corps pur simple, carbone dans la nature, il est à l'état solide. L'hydrogène dans la nature, il est bien sûr à l'état de H2, bien sûr à cette température. Alors sur cette flèche, nous allons écrire delta H de formation. C'est une formation. Alors maintenant, il faudra passer aux liaisons. Pour passer aux liaisons, le carbone ne doit pas être à l'état solide. Il faut qu'il soit à l'état gazeux. Regardez bien, les réactifs, atomes gazeux. Donc, c'est un atome, c'est vrai, mais il est solide. Donc, je dois le faire passer à l'état gazeux. Donc, le carbone, je vais lui donner l'énergie de sublimation. Et il va passer dans carbone, gaz. Donc, de là, le passage de solide à gaz, on l'appelle bien sûr delta H de sublimation. Donc, delta H de sublimation du carbone. Très bien. Deuxième, l'hydrogène. Pour former des liaisons, l'hydrogène ne doit pas être à l'état moléculaire, il doit être à l'état atomique. Donc ici, il est sous forme de H2, c'est-à-dire H, liaison H. Donc je dois les casser.
Combien de liaisons j'ai cassées? 2. Et le résultat, bien sûr, vous allez obtenir 4H. Voilà, donc, vous obtenez donc vous avez les conditions pour former une liaison. Attends, regarde, bien sûr, pour passer de là à là, je dois donner de l'énergie. L'énergie, ça s'appelle la dissociation. Vous avez séparé une liaison H2, deux liaisons H2. Donc j'écris 2 fois delta H de dissociation. 2 fois delta H de dissociation de quoi? De H2. Très bien. Maintenant, gaz, regardez. Gaz. Donc j'ai le droit de mettre un flèche. Donc indirectement, là, je les ai séparés. Et là, je vais les coller. Donc je vais coller le carbone avec 4H. Si je colle le carbone avec 4H, et bien ça va former 4 liaisons. Donc, formation de liaison. Donc, 4 fois, sur la flèche ici, 4 fois delta H de liaison de quoi? De CH. Donc là, j'ai formé la molécule à partir des éléments simples. C'est ce qu'on appelle delta H de formation. Et là, j'ai formé des liaisons. À partir de quoi? À partir des atomes à l'état gazeux. Comme vous pouvez le voir, j'ai 2 chemins. J'ai le premier chemin et j'ai bien sûr le deuxième chemin. Ce qui me permettra d'écrire delta H par le chemin direct, c'est-à-dire le chemin numéro 1, qui est chemin direct, est égal à delta H par le chemin numéro 2.